On a la chance d'avoir deux polarités donc dans cette proposition de conférence. On a choisi que les deux intervenants, Paul Ardenne dans un premier temps, puis Jean-Pierre Klein, fassent leur conférence pour qu'après, on puisse être dans un mano à mano avec, bien entendu, avec vous. D'avoir 2h15 pour pouvoir travailler, c'est rare dans un colloque, et je tiens vraiment à remercier les organisateurs et Jean-Pierre Coutron qui m'a proposé de venir. Un petit clin d'œil pour dire que vous savez qu'il y a des possibilités donc de signer des livres, et donc pour ce qui est de Jean-Pierre Klein, on a l'information qu'on pourra continuer à signer. Après l'avoir entendu, on aura peut-être encore plus envie de prendre ses livres, de les signer avec lui. On va être dans le vivant. Je crois que ce qui caractérise un tout petit peu la dictologie, c'est ce travail du vivant. Et quand on voit le travail que fait la Fédération Indicto, quand je vois, moi, depuis à peu près 35 ans, de voir l'évolution des pensées, des concepts et des forces vives que vous représentez, c'est là où on peut dire que la question de la parole, le faire et la transmission est enfin réalisée, je le pense, et on est à l'aube d'augmenter, bien entendu, le bien-être des personnes qui, au fond, de mon point de vue, sont les sentinelles de la cité. Donc, Paul Ardenne, on commence par vous. Bien, bonjour, merci à Eric Ispar, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Bonjour à tous. Voilà, donc je veux d'abord expliquer ma présence parmi vous, une présence que vous ne trouverez pas forcément légitime, avec raison. Parce que je précise, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue ou praticien en milieu hospitalier ou clinique, et je ne suis pas non plus un spécialiste de l'addiction. Bon, donc pour toutes ces raisons, voilà. Alors, ma présence, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais là. Ça doit à l'obstination de Jean-Jacques Santouchi, ici présent, je remercie, qui l'a souhaité avec cet argument. Donc c'est le sien, c'est pas le mien, qu'en tant qu'historien de l'art, et qu'en tant qu'historien de l'art qui avait travaillé et écrit sur le corps et son image, en tant qu'historien de l'art qui avait également écrit sur le culte et les représentations de l'extrême, et du dépassement dans la culture contemporaine, à travers la pratique de la moto notamment, mais pas seulement. Du coup, ma présence parmi vous à ce congrès de l'AMPTA pouvait trouver une légitimité. Et pour Jean-Jacques Santouchi, elle pouvait d'autant plus que le thème général du congrès, donc qui vient de nous être rappelé, faire, parler, transmettre, donne un accent important à la question de l'art-thérapie. Alors l'occasion, pour moi, en fait, de relier cette question de l'art-thérapie à celle de l'art tout court, en évaluant des proximités, des contiguïtés, ou en pointant au contraire des différences, des inadéquations. Alors j'ai l'honneur pour ce faire d'être invité à la même session que le docteur Jean-Pierre Klein, dont je connais depuis longtemps le travail, pour être précis depuis 1997, et la publication de son Que sais-je, intitulé L'art-thérapie, ce que j'appelle un grand petit livre, ou un petit grand livre, vite devenu une référence. Alors je crois que je me trompe, je crois que c'est 95, Jean-Pierre Klein m'a dit tout à l'heure, donc vous voyez, j'avais 2 ans de retard. Alors en tant qu'enseignant en histoire de l'art à l'université, il m'arrive fréquemment de citer cet ouvrage, en plus de le recommander à ceux de mes étudiants d'art plastique ou d'art du spectacle, qui projettent de se tourner vers des formations professionnalisantes en art-thérapie. Alors je voudrais juste dire, parce que vous êtes des gens du métier, ce qui n'est pas mon cas, que pour information, le nombre de ces étudiants est en constante augmentation. On le remarque chaque année. Alors on se demande évidemment pourquoi dans nos facultés d'art. Alors peut-être la culture ce qu'on appelle la culture du care, la culture du soin, une sorte de bienveillance altruiste aussi, qui fait son chemin dans la jeune génération. Plus la réalité, bien sûr, dure, humiliante, voire inhumaine de notre univers psychosocial, qui secrète très peu d'espérance, hélas, pour les jeunes. Alors ces facteurs confèrent une haute valeur éthique au souci d'autrui,
une valeur éthique évidemment très prise au sérieux par les gens que vous êtes ici, par bien des personnes, mais aussi par bien des jeunes, en dépit de leur naturel, ce qu'on pourrait appeler le souci de soi. Alors, par exemple, je suis très concret, dans l'université où j'officie, qui est l'UPJV, l'université Picardie-Jules Verne à Amiens, UFR Art, on redirige volontiers les candidats qui sont tentés par des formations master en art-thérapie vers les établissements qui assurent en France cette formation. Paris-Descartes, différents DU, enfin à Lille, Grenoble, Montpellier, ou à Tours, à la Fratapen, par exemple, l'école spécialisée en art-thérapie. Alors, j'en viens à l'intervention rapidement. Un courrier récent de Jean-Jacques Santucci à propos de notre double intervention, à Jean-Pierre Klein et à moi-même, cadrait ainsi cette intervention. Bon, voilà, vous voyez que ça a été très bien préparé en amont. Hein, voilà. Alors, voilà ce qu'écrivait notre collègue. En quoi l'art et l'expression créative nous disent-ils quelque chose du monde en général, des addictions et de la façon de les comprendre et de les traiter? Que ne disent pas la médecine, le discours scientifique, explicatif, savant et expert? En quoi l'art, la création, l'expression constituent-ils une autre façon, moins codifiée, rationnelle, évaluable, standardisée, d'être et de faire au monde, à même de générer un soin, le terme était mis entre guillemets ici, pas seulement au bénéfice donc des personnes addictes, mais aussi pour tout le monde, point d'interrogation. Et enfin, en quoi sont-ils donc une alternative poétique crédible et nécessaire dans le registre, alors de nouveau par guillemets, le registre du prendre soin, s'occuper des gens, fermez les guillemets, point d'interrogation. Alors bon, j'ai tenu compte évidemment de la demande, même si je ne suis pas spécialiste, et c'est de cette interrogation que je souhaite partir. L'art, la pratique artistique peuvent-ils nous dire, alors entre guillemets, quelque chose, nous informer sur l'humanité pour faire progresser la pratique thérapeutique. Bon. Encore, dans l'esprit souhaité par les organisateurs de ce congrès, est-ce que la création est-elle un soin, alors le soin entre guillemets, à envisager avec évidence, ou plutôt avec ses spécificités propres, non forcément solubles, dans les pratiques de soins anti-addiction? Point d'interrogation. Bon. Car, je dirais, il faut prendre en compte cet argument, en effet, à savoir que la pratique artistique en soi est aussi une forme d'addiction, et des pires qui soient. Elle est une pratique heureuse peut-être, de nature à satisfaire le sujet, au lieu de toujours le punir, mais il n'empêche, elle constitue aussi une forme d'addiction. Alors évidemment, je ne doute en rien que la pratique d'un art soit une excellente alternative pour soigner l'addiction. Et je ne remets absolument pas en cause l'art-thérapie, ça va de soi. Je suis absolument conscient que sont bien fondés dans les protocoles de soins anti-addictifs. Alors néanmoins, puisque c'est ce qui est demandé, c'est double trajectoire, j'aborderai dans cette intervention ces questions en recoupant la pratique même de l'art et la pratique même de l'art-thérapie, en posant notamment cette interrogation. Donc s'il est avéré que l'art-thérapie soigne, les personnes addictes en particulier, personnes à qui elle fait du bien et dont elle a le pouvoir de diminuer au moins le temps que durent les ateliers, la dépendance, dépendance au tabac, à l'alcool, à la drogue, mais moins traité peut-être ici à l'aliment, à la violence, au sexe, aux jeux vidéo, etc. Est-il aussi avéré que la pratique artistique pareillement soigne entre guillemets, point d'interrogation. Ou alors, moins mal dit, si la pratique artistique soigne bien, que soigne-t-elle exactement? Donc je vais parler de pratique artistique, en soi, c'est-à-dire dans le cadre de la création. Et je vais commencer d'une manière insolite concernant cette pratique artistique, en la considérant non pas comme une forme d'expression libre, mais tout au contraire comme une forme d'expression contrainte, comme une forme d'addiction, donc pour le dire autrement, comme je viens de le signifier à l'instant. Alors, je suis allé, comme souvent, moi je travaille de manière assez élémentaire, assez primitive. Quand je parle d'addiction, je vais dans le dictionnaire. Je vais voir ce que c'est dans le dictionnaire. J'ai pris deux définitions, comme ça, au hasard, de deux sources. Voici la première, je vous la lis. L'addiction ou dépendance est au sens phénoménologique une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Bon, ça c'est la première définition. En voici une deuxième, un petit peu plus longue, un peu plus précise, mais qui au fond ne dit pas autre chose. L'addiction se définit comme la dépendance d'une personne à une substance ou une activité génératrice de plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté.
Elle est probablement liée à une libération d'endorphines dans la circulation sanguine en rapport avec le plaisir procuré. C'est d'ailleurs ce qui la différencie du comportement obsessionnel compulsif. Fin de citation. Alors ce qui frappe dans ces deux définitions, si on les saisit terme à terme, c'est ce qu'on pourrait appeler la parfaite cohérence lexicographique entre l'addiction et la création artistique. Alors je reprends en vol quelques formules extraites de ces deux définitions. Là, entre guillemets, une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Bon, fin de citation. Ou encore, guillemets, la dépendance d'une personne à une substance ou à une activité génératrice de plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté. Fermez les guillemets. Bon. Alors tous ceux qui, autour de vous, créent, alors dans la perspective non de la seule production, c'est-à-dire de façon artisanale, mais dans celle de la création, c'est-à-dire pour faire surgir du neuf, pour faire valoir un point de vue personnalisé et a priori incomparable, j'insiste bien sur le monde, sur ce terme incomparable, tout cela vous le diront. Si la création artistique peut être une joie, elle est aussi toujours une contrainte. Bon. Et si elle peut être une distraction, elle n'en est pas moins une nécessité incontournable, cette nécessité intérieure, dont, entre guillemets, dont a si bien parlé le peintre russe Vassili Kandinsky, dans ce texte s'appelle Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, qui a été publié il y a un peu plus d'une centaine d'années. Alors qu'est-ce que dit au fond Kandinsky ? Qu'est-ce que vous diront tous les artistes, quel que soit d'ailleurs le champ dans lequel ils travaillent? Tôt ou tard, il faut s'y mettre, il faut s'atteler au chantier. On cesserait presque de vivre faute de le faire, on arrêterait de se respecter, on se sentira étouffé, diminué, on formera peut-être même le projet d'en finir avec la vie. Bon. La création artistique, en ce sens-là, elle peut être un ferment de bonheur, comme l'alcool, comme la drogue, comme les aliments, ou comme le fait de refuser l'aliment, respectivement chez le drogué, chez l'alcoolique, chez le boulimique ou chez l'anorexique. Mais elle est aussi un état de dépendance psychique, une forme de névrose, une addiction névrotique. Alors évidemment, en disant ceci, je n'exagère évidemment pas, je ne crois pas exagérer, d'abord pour cette raison. Ce que je profère ici devant votre assemblée de spécialistes n'a rien de nouveau, ça n'a rien de nouveau. La thèse d'un lien entre création artistique et dérèglement psychique de la sorte a nourri déjà des pages et des pages de livres fort sérieux de psychologie, et ce, dès avant qu'on envisage la psychologie comme une discipline médicale autonome. Bon. Je me souviens par exemple, d'ailleurs c'est un texte qui a été, il y a quelques années, qui a été republié ici à Marseille, par Rivage, qui s'appelle le fameux problème 30. Bon. Dans l'Antiquité, il y a un texte du pseudo-Aristote. On pensait que c'était un texte d'Aristote, mais ce n'est pas le cas. Donc on ne sait pas qui c'est, on dit pseudo-Aristote. Ça s'appelle le problème 30. Et il établit le lien imparable entre l'homme de génie, le créateur, celui qui amène à la vie quelque chose, de façon donc génique, et la mélancolie, ce qu'on appelait la mélancholia, autrefois la bile noire. Alors l'idée soutenue par le pseudo-Aristote, si vous voulez, une idée qui court encore à la Renaissance, et que Dürer, peut-être le savez-vous, a illustré dans son fameux dessin qui est intitulé Mélancolie, c'est que l'artiste subit sa condition de façon fatale et inévitable. C'est que l'artiste est voué à endurer une situation sur laquelle il n'a que peu de prise et dont il conviendrait qu'il fût guéri. Alors le créateur, l'artiste entre guillemets, on pourrait dire que c'est une figure qui n'a rien à voir avec la bonne santé. Bon, tout au contraire, comme Freud, Sigmund Freud, alors Sigismond, je crois au départ, Jean-Pierre, vous m'avez dit, il a castré son prénom, Sigismond en Sigmund, bon. Le signifiera à plusieurs reprises. Cette figure a tout de la figure malade, dérangée, incapable de trouver un équilibre dans sa relation avec autrui. Alors, on peut évidemment critiquer la psychanalyse. C'est un débat dans lequel, évidemment, je ne vais pas rentrer. Je n'ai absolument aucune compétence pour le mener. Mais reste qu'on doit à Freud les analyses sans doute les plus profondes qui soient sur ce qu'est la création artistique, la Schöpfung, comme on dit, envisagée depuis l'intériorité. Alors, c'est en simplifiant. Jusqu'avant Freud, l'art avait été considéré soit comme chez les Grecs, une techné, un artisanat, un savoir-faire dans sa période primitive, soit à partir de la Renaissance, et puis durant l'âge moderne puis contemporain, comme une expression du génie, d'une surhumanité dont les artistes auraient été les dépositaires d'exception par rapport à nous autres, les individus normaux,
normée, hein, bien sûr. Bon, alors c'était l'approche romantique, c'est celle de Hegel, c'est celle de Fichte. Bon, c'est celle qui vient de la Renaissance, de Vasari. Alors l'approche freudienne, qui a pu parfois manquer de rigueur, est nouvelle dans la mesure où elle fait descendre l'artiste du piédestal, où le sens commun a fini par l'installer, hein, par amour des héros, des grandes postures, de la surhumanité nietzschéenne, hein, l'Übermenschkeit, hein, dont résonnent les pages, par exemple, de Ainsi parlait Zarathustra. Et qu'est-ce que dit Freud, lui? Qu'est-ce qu'il suggère dans de nombreux textes, hein, de façon répétée? Alors, je pense à Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, dans sa psychopathologie de la vie quotidienne, ou encore son analyse du Moïse de Michel-Ange. Alors, j'ai mis ça en 4 points, hein, très facilement résumables, hein, c'est très clair chez lui. 1, l'artiste n'est pas un héros, mais un individu malade. Je le cite, hein, un introverti qui frise la névrose, hein, c'est la formule qu'on peut trouver dans Psychopathologie de la vie quotidienne. Bon. 2, le principal de l'artiste n'est pas de créer une œuvre d'art, mais de satisfaire son narcissisme démesuré. Bon. Bon, là, on commence à glisser dans des territoires un peu recommandables. 3, l'œuvre d'art n'est pas d'abord un objet esthétique, mais elle est un objet transitionnel. Bon, une thèse que Winnicott exploitera plus tard, comme vous le savez. Et à quoi sert cet objet transitionnel? Sigismond Freud dit, à obtenir la reconnaissance, c'est-à-dire l'équivalent d'une gratification amoureuse. 4, le lien de l'artiste à autrui est un lien insatisfait, une recherche d'amour. Le rapport entre l'artiste producteur de l'œuvre et le spectateur, ou disons le consommateur de son œuvre, ce rapport n'a rien d'amical ou de naturel. Ce rapport est moins dicté par l'amour de l'art, la passion esthétique, hein, que par un rapport doublement intéressé, que Freud a appelé, vous savez, le transnarcissisme. Hein, le transnarcissisme qui a été étudié de près il y a quelques années avec brio par André Green. Voilà, et la thèse c'est, moi, artiste, je te donne l'œuvre, et toi, spectateur, tu reconnais ma grandeur. Moi, spectateur, je reconnais ton talent, mais toi, artiste, tu admets que tu as besoin de moi pour exister, et que donc, moi, spectateur, je ne suis pas négligeable, mais au contraire, que je suis quelqu'un d'important. Hein, voilà. Alors, notons entre parenthèses que cette notion de transnarcissisme est recevable, me semble-t-il, parce que je ne suis pas un praticien du soin, mais qu'elle est recevable dans le rapport entre le patient addictif et son soignant. L'un a besoin de l'autre et inversement. L'un, dans ce cas, le malade, certes, ayant plus besoin de l'autre, le soignant, que l'inverse. Encore que, je ne sais pas. Bon, ça, voilà. Bon, je ne sais pas. Pour que vous puissiez continuer à travailler, il faut beaucoup de gens addicts. Hein. Bien évidemment, il en faut de plus en plus. Mais bon, Jean-Pierre Klein va nous dire qu'il y en a de plus en plus. Il va évoquer notamment le shopping, hein, l'addiction au shopping. Alors là, celle-là, elle est organisée, économiquement administrée, et elle n'a pas fini de vous amener des consommateurs. Et peut-être vous-même, d'ailleurs, comme premier malade, aurez-vous à vous soigner. Voilà. Alors, un autre aspect central de la création artistique, de nature à rendre celle-ci, sinon suspecte, du moins maladive. Bon, hein, allons-y, continuons, hein, pendant qu'on y est. La création artistique comme forme d'emprisonnement. Alors, je reprends ici rapidement les annotations que j'avais données dans une communication récente, qui s'appelait, que j'ai modifiée, hein, qui s'appelait « Les ennemis intérieurs et la création », qui était donnée dans le cadre d'une réflexion sur l'enfermement, donc enfermement créatif, enfermement social, enfermement psychique, à toute fin d'évaluer donc des correspondances. Alors, la question de la création et de la création artistique au premier chef doit être en effet être envisagée comme prison, comme forme d'emprisonnement, de détention. Avec dans ce cas une spécificité, pour peu qu'on la compare à la claustration, qui caractérise la vraie détention, entre 4 murs, hein, et qu'on ne saurait quitter parce que tout d'un coup on a envie d'aller faire un tour en ville, ou celle que l'on subit dans l'addiction. Cette détention est consentie, hein, en ce qui concerne la création artistique. Elle est, je dirais, de plus occasionnelle et non pas continue. Alors, si le prisonnier est détenu pour un temps donné et continu, si l'addict est pris dans la glu de sa dépendance sans pouvoir lui donner congé, donc ad libitum, on peut créer en revanche à loisir en fonction de plages de temps choisies et en se ménageant des moments de repos et de détente, des moments d'évasion, hein, on pourrait dire. Bon. Alors, interroger la création artistique comme forme d'emprisonnement, d'office, je dirais, ça connote un type d'enfermement spécifique qui n'est pas celui de la prison ou de la dépendance addictive, mais celui qui naît, pour en inférer par une formule que la Boétie avait employée à d'autres fins, qui était politique, la servitude consentie. La servitude consentie.
Bon, si vous voulez, a priori, le monde dans lequel on vit est ainsi fait qu'il ne réclame pas ce qui ne s'y trouve pas. D'où que la nécessité de la création est une nécessité qu'on va dire non nécessaire. Hein. Personne ne la réclame, à l'exception du créateur lui-même. Bon. Donc créer, c'est consentir en cela à un acte qui ne répond pas à un impératif social avéré et à un besoin universel. À la différence, bien sûr, de l'emprisonnement du délinquant. De fait, hein, emprisonner un délinquant, par comparaison, c'est consentir à un acte répondant à une demande sociale avérée, à un besoin universel qui est celui de vivre en paix. Étant bien entendu que vivre en paix implique de soustraire autoritairement à la vie publique celui qui n'obéit pas à la loi collective. Alors, quant à la personne addicte, je dirais que celle-ci s'est enfermée elle-même dans sa dépendance et, pourrait-on dire, elle a jeté ou perdu la clé qui lui permettrait d'ouvrir la porte de sa cellule. Alors, servitude consentie, entre guillemets, cette formule, bon, si on y réfléchit un petit peu, elle cadre peut-être assez mal avec l'économie de la création artistique et de son auteur, le créateur sous toutes ses formes possibles. Ici, ça peut être un poète, un écrivain, un auteur de théâtre, un chorégraphe, un cinéaste, un compositeur de musique, un artiste plasticien, etc. Pourquoi ? Parce que le créateur, en son fort intérieur, il vit cette servitude non comme une donnée à quoi il consent, mais tout au contraire, comme cette contrainte que j'ai évoquée tout à l'heure. Je l'ai dit, le créateur qui s'abstiendrait de créer signerait l'équivalent d'un arrêt de mort. Il investit un territoire nauséeux, celui de la haine de soi. Bon, certes, il va se trouver 1000 excuses pour justifier de ne pas créer, je dirais de ne pas encore créer, c'est-à-dire en programmant les chantiers à plus tard, en expliquant sa pose par des phases réflexives, enfin voilà, où le fait, il y a trop d'occupations ordinaires qui le privent du temps de création, etc. Mais le fait est, la non-création, c'est un état de latence qui vient différer le moment de créer, et c'est quelque chose qui est en général très mal vécu, parce qu'à un moment donné, soit on y va et ça passe, soit on n'y va pas, et bien sûr, le créateur, dans ces cas-là, rentre dans la détestation de soi. Pour le dire autrement, tôt ou tard, il convient que le créateur s'enchaîne au chantier de la création, qu'il prenne le chemin de la prison, de sa propre prison, bref, qu'il devienne addictif. Alors créer donc, ce n'est pas d'abord un acte libre de joie, d'expression euphorique, mais un travail, bon, son sens étymologique, tripalium, le romain, la torture, un outil d'abord pour ferrer les chevaux, qui leur faisait très mal, donc tripalium, bon, travail, torture. Bon. Un esclavage. Et il convient de s'enchaîner, sous peine de quoi la création n'aura pas lieu, ne donnera rien, se constituera sous la forme de bribes, d'élan aux ailes vite coupées, de fusées qui appellent une suite sans que cette suite ne survienne jamais. Alors, certains créateurs, je pense à Balzac, Dostoïevski, Flaubert en littérature, par exemple, Rodin en sculpture, ou encore Monet en peinture, parmi beaucoup d'autres, font la preuve de cette dimension impérative de la création chez le créateur. La première loi ici, c'est le faire. Toute rétention, toute retenue s'avérant punitive et se traduisant par cette situation horrifique, le néant créatif, l'impuissance, la castration poétique. Bon. En vérité, du point de vue du créateur, mieux vaut être détenu que retenu. Mieux vaut la détention que la rétention. Chaque créateur en acte, et là je reprends une formule de Georges Bataille, c'était très forte, il dit « ouvre en lui-même un théâtre ». J'ouvre en moi-même un théâtre. C'est ce que dit Bataille au début de sa somme théologique. Et ce théâtre opératif a un nom, c'est l'œuvre d'art. Une œuvre d'art à entendre dans ce cadre précis, non comme une sorte d'objet fini, le lion en bronze de Barry qu'on a posé sur la cheminée, mais comme un objet en cours, en phase d'élaboration, un objet qu'on va appeler un objet transfert, au travers duquel transite une infinité de données. Alors le désir créatif, l'état mental du créateur, sa conception du style, de l'esthétique, le message qu'il souhaite faire passer, l'amour de soi, appelant la reconnaissance publique, et en retour l'offre de l'œuvre au public, l'amour redirigé vers le créateur. Alors pour qu'ait lieu ce transfert, dans ce théâtre opératif qu'est l'œuvre d'art, cette œuvre d'art que le créateur s'impose de créer à tout prix, requiert un préalable et une situation de fait. Bon. Et ce préalable et cette situation, c'est ce qu'on va appeler la séparation. Alors, ce terme de séparation me paraît essentiel. On sait que la séparation est le premier état, mais aussi le premier argument, la raison d'être même de l'emprisonnement, et une souffrance souvent extrême. On se retrouve seul ou plongé au sein de la prison, dans une communauté d'autres, séparés, avec lesquels on n'a pas eu jusqu'alors de familiarité, de lien de fusion, de raison d'être ensemble. Bon. Alors,
j'ai fait une petite étude sur les auteurs ayant été emprisonnés. Par exemple, quand ils ont écrit sur le séjour carcéral, eh bien, ils n'ont de cesse de faire le rapprochement entre prison, la séparation, et amour, la fusion. C'est toujours entre les deux. C'est amour et prison, l'un contre l'autre. Alors, je pense à Jean de Garancière, Charles d'Orléans, René d'Anjou, François Villon, dans l'ouverture de Célé. Des auteurs qui baignent dans l'écriture courtoise et pour qui la prison est vécue par excellence comme le lieu de la punition de l'amour et de l'amant, avant toute autre chose. Alors, devoir se séparer, devoir être séparé de ceux que l'on aime, des autres de la société, du monde, c'est la règle principale de l'emprisonnement, c'est sa stratégie aussi, au nom de la mise à l'écart productive, aux fins préservatrices et pacificatrices du paria. La séparation est pareillement la règle inhérente à la création artistique, où je reviens. Serait-elle une création participative ? Puisqu'il parvient de se jeter dans l'économie particulière que requiert l'accomplissement de l'œuvre d'art, il convient pour ce faire de rompre les amarres avec le monde commun, celui de la vie courante et ordinaire. Alors on peut à ce stade risquer une analogie avec l'univers même de l'addiction qui implique lui aussi la séparation. Et sur ce point, je voudrais signaler ce texte que certains connaissent sans doute, de Bulgakov, Mikhail Bulgakov, l'auteur russe de Le Maître et Marguerite, a écrit dans les années 20 cette nouvelle qui s'appelle Morphine, donc où il endosse le statut d'un médecin morphinomane. Alors Bulgakov, écrivain, qui sait de quoi il parle, puisqu'il a commencé sa carrière comme médecin, il était médecin. Et voilà ce qu'il écrit dans ce texte, à un moment il dit, c'est le morphinomane lui-même qui s'exprime, le morphinomane a un bonheur dont personne ne peut le priver, la capacité de mener sa vie dans une solitude totale. Or, la solitude, cela signifie des pensées importantes qui ont du fond, cela signifie contemplation, quiétude, sagesse. Fin de citation. Bon, alors, les morphinomanes ici diront si c'est vrai, parmi vous. Bon. Alors, la création artistique, toujours, vit et prospère de la séparation. Si vous voulez, une séparation obligée, sans quoi elle ne pourrait s'accomplir. Je dirais là que le créateur doit retourner au trou, l'atelier, la table de travail, la scène, ce trou qui est aussi la qualification de l'espace carcéral et sans doute le sentiment que forment les personnes en état d'addiction quand elles ont une conscience lucide de leur propre état, être condamnées à vivre dans le trou, dans la béance de l'addiction, un gouffre sisyphéen qui n'est jamais rempli, qui n'est jamais assez rempli. Bon. Alors cette métaphore du trou, pour vulgaire et simpliste qu'elle soit, moi je la crois des plus appropriées dès qu'il s'agit de création artistique, pour cette raison d'abord qui est l'enfouissement. De même que le prisonnier est enfoui sous la masse de l'établissement carcéral, et de même que la personne souffrant d'addiction s'enfouit dans l'auto-persécution, donc le créateur s'enfouit sous une masse d'obligations dans ce lieu devenu aussi carcéral que le sont la prison et l'addiction, qu'est sa propre volonté. La volonté libre dans le processus de la création implique que la volonté libre engendre la volonté contrainte. Il faut soi-même se mettre dans le trou. La volonté contrainte, si elle n'est l'obligation de faire et le devoir. Pour créer, je dois me mettre au trou. J'ai le devoir de créer le trou dans lequel je vais m'enfouir. Je m'impose la discipline, une discipline non pas strictement pénitentiaire. La création n'a rien à voir avec le péché, un péché qu'il faudrait absoudre, et dont il conviendrait de se laver, mais macérative, si ce néologisme que je forme à partir du terme macération a quelques sens évidents. Je baigne, j'infuse dans un marigot de devoir dont la fréquentation me garantit la création. Alors, Franz Kafka, dans Le Terrier, un autre texte des années 20, ils sont beaucoup intéressés aussi à la question de la folie, des addictions, y compris à travers ses collections de Prinzhorn, Morgenthaler, Heidelberg, collectionnait l'art des fous, qu'il l'analysait. Kafka, dans Le Terrier, en 1923, sa dernière création littéraire, qui n'est pas achevée, l'écrit fort bien. Je voudrais citer Franz Kafka, un extrait du Terrier. Il dit « Je suis seul dans mes tunnels, c'est ma volonté. Pourquoi inviterais-je quelqu'un ? Il m'en chasserait et garder mon œuvre, majuscule, pour lui seul. Ah ça non, je suis celui qui a créé ce terrier. Alors que c'était un simple trou, mes pattes en ont fait un havre de paix pour un être comme moi. Attention, j'ai multiplié les cul-de-sac et les fausses pistes. Si vous vous aventurez par ici, vous perdrez assurément. Alors, pas la peine de me poursuivre. C'est vrai que parfois, j'aimerais ne plus être seul et profiter de mon terrier. Mais il faut que je l'agrandisse encore plus. Il faut que je le sécurise toujours plus. C'est un travail de tous les instants. Je n'ai pas une minute à moi. Fin de citation. Alors Kafka, dans Le Terrier, évoque certes sa maladie,
dans laquelle il est enclos, cette maladie qui est la tuberculose, dont il va mourir quelques mois plus tard. Bon. Il n'est cependant pas douteux que le terrier, autant que la métaphore de la maladie, est aussi celle de la littérature, à laquelle Kafka, comme l'on sait, ne dédaignait pas de s'assimiler, comme si tout son corps était devenu une machine à produire du texte, à entendre, à générer de la création. C'est ce qu'on lit dans son journal en 1913. Il y a un passage qui est très célèbre de ce journal de Kafka. Il dit « Je ne suis rien d'autre que littérature. Je ne peux et ne veux pas être autre chose. » Voilà, et fin de citation. Et il dit ça sur un ton d'assurance qui n'a d'égal que le constat d'une perte. Devenu littérature, comment l'humain Kafka peut-il être d'un même tenant l'homme Kafka, bien évidemment. Alors la passion, écrire, ne crée plus l'organe qui exerce le corps, mais elle en vient à le nier. Le corps est absorbé par la fonction, il se plie à elle. Alors, je dirais qu'un créateur, toujours, c'est une figure des glissements. On parle des trajectoires, c'est pas tout à fait la trajectoire de l'addiction. Son être instable oscille du moi-corps au moi-œuvre. Alors, j'approche de la fin de mon intervention et je demande, voilà, la création artistique, point d'interrogation. Pour les artistes eux-mêmes, pour un peu, alors, on préférerait ne pas. C'est comme le dit le fameux Bartleby, le bureaucrate contre-entrepreneur de la nouvelle éponyme de Herman Melville. Pourquoi ? Parce qu'elle interdit la liberté, parce qu'elle se présente invariablement comme un diktat. Alors, l'idée, c'est que si la création artistique peut être heureuse, euphorique, dans le moment où elle se donne, elle ne se pendant jamais les mains, les neurones ou l'œil libre. Personne au juste n'aime être emprisonné, serait-il son propre geôlier et d'humeur masochiste. Alors, en forme de longue conclusion maintenant, je reviens à présent, après ce détour, à la question qui nous intéresse ici, celle que je connais le moins, évidemment, je ne connais pas même, c'est celle du soin. Mais je la connais peut-être du côté artistique. L'art peut-il soigner ? L'art, plus spécifiquement, peut-il soigner les personnes addictes ? Point d'interrogation. Alors, la pratique de l'atelier en milieu hospitalier, clinique ou spécialisé dans le traitement des dérèglements psychiques de type addiction, alors que cette pratique passe par la peinture, le modelage, l'écriture, le théâtre, la vidéo, l'art culinaire, même l'art de se tenir à cheval, vous savez qu'il y a de tout, est-elle, cette pratique, tout à fait appropriée pour le traitement des addictions ou, au contraire, ne l'est-elle que factuellement ? Point d'interrogation. Alors, factuellement, je veux dire, si elle permet d'occuper la personne addicte à autre chose qu'à l'addiction, elle la sort de son trou, du gouffre de la maladie, mais momentanément seulement. Si elle autorise bien ce lâcher-prise qui a pour premier avantage de sevrer de la prise médicamenteuse et qui permet de regarder ailleurs, ici et ailleurs, vers l'ailleurs d'une autre vie possible, l'ailleurs de nouvelles relations, de nouvelles passions, sa pratique par la personne addicte n'en est pas moins que passagère, uniquement passagère. On pourrait dire un moment d'allègement par l'oubli qui implique donc l'abstinence addictive et pour un moment compté, la délivrance. Alors la question est, l'art-thérapie peut-elle porter par rebond, par extension d'intérêt, la personne addicte à une pratique d'art soutenue, volontaire, où l'on crée sa propre addiction en la contrôlant, et ce, en partant d'une pratique artistique épisodique, circonstancielle, de type curatif. Voilà, c'est penser à un glissement. Alors, j'en viens à mes remarques conclusives que je vous livre, ainsi que donc au docteur Ispar et au docteur Klein ici présents, peut-être plus sous forme de questions que de réponses, et que ceci rencontrera votre intérêt ou non. Alors, l'art-thérapie implique qu'on installe le malade dans un processus de création. Or, créer revient à assumer ce qu'on peut appeler un qui perd gagne. Qui perd la liberté gagne l'œuvre. Alors, si créer, c'est exister, et même c'est résister, ainsi que le stipulait Gilles Deleuze, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas si simple. Alors, exister, résister, c'est exister, résister d'abord contre soi, dans l'épreuve, dans ce qu'on appelait le desconfort au Moyen-Âge, comme on l'écrivait de la prison, pour en indexer la dureté, tandis que rôde la possibilité atterrante de l'inaccomplissement, cette menace noire, cette figure maudite et démoniaque de la défaite de soi. Bon. Alors, inciter un malade à créer à cet égard, alors là, ce sont des questions, n'est-ce pas lui faire courir le risque de troquer sa maladie contre une autre ? Point d'interrogation. Alors, je n'ai pas la réponse. Mais, je dis, il importe toujours à ce stade, et en fonction de la personne à soigner, de réfléchir à la nature du glissement de la pratique artistique aux soins, de l'intégration de l'un dans l'autre. Alors, autre question qui m'est inspirée par ces réflexions, à laquelle je n'ai pas de réponse, bien sûr, je ne me permettrai pas. L'art-thérapie est-elle l'amie du malade ? A-t-elle le pouvoir de déverrouiller l'addiction, d'en casser le cycle ?
parvient-elle à créer chez le sujet ce sentiment de dépassement qui honore celui-ci, ce sujet, et nourrit la nécessaire estime de soi? Point d'interrogation. Alors, j'ajoute, remarque, la création artistique, en effet, est inconcevable sans une dimension inamicale. Son statut est celui d'un ennemi de l'intérieur. Tout créateur réalise des œuvres et pour ce faire soumet des démons, ses propres démons. La création, comme la prison, comme l'addiction, est un système de renfermement, de disconfort. Mais à la différence de la prison et de l'addiction, la création est aussi l'affirmation du sujet, car la réalisation de l'œuvre, si elle équivaut à une captivité ou à cette captivité qu'est chez la personne addictive la dépendance, transcende en revanche cette captivité dans son existence finale, parce que quelque chose d'unique et d'inouï, l'œuvre d'art, naît du moment captif vécu par le créateur. Heureux les créateurs, pourrait-on dire, car ils détiennent les clés de leur prison. Alors, l'art-thérapie aux personnes addictes donne-t-elle vraiment les clés de la prison? Ne crée-t-elle pas, sur le mode analogique, l'équivalent d'un passage par le parloir ou oublier pour un moment la condition cellulaire? Point d'interrogation. Autre question, en rapport avec un aspect dont je n'ai pas assez parlé, celui du faire. Bon. S'occuper, se distraire de l'addiction, retrouver le moment de l'attention, dont parlera Matthew Crawford demain, donner à son corps addict une activité qui l'éloigne, le temps que dure le travail, ici de nature artistique, de ses démons, de sa dépendance. Alors, je voudrais dire ici un mot de la parole comme geste. Étant entendu que parler est une action. Alors, c'est aussi une plongée dans l'attention. Alors, si je rappelle cette banalité, notamment pour les psychanalystes, il y en a ici, c'est parce qu'il existe aussi des formes d'art-thérapie qui n'en passent pas par le principe de l'atelier manuel, où on parle, certes, mais sous la forme de la salle de cinéma. Les personnes addictes sont confrontées par des praticiens à des vidéos d'art, notamment, et sont appelées par les soignants à s'exprimer sur ces vidéos, cette verbalisation qui permet en général une métabolisation des souffrances. Et là, je pense à une expérience que j'ai suivie un petit peu, en connaissant la personne qui l'a fait, l'action en Italie de Video Insight. Donc pour ceux que ça intéresse, www.fasv.it/it/, donc FASV-IT, une structure de soins créée par Rebecca Russo, qui est psychothérapeute et passionnée d'art, et collectionneuse. Et c'est quelqu'un qui utilise la vidéo d'art, à savoir le reflet artistique peut-être le plus significatif de notre temps. Alors, elle visionne avec ses patients, dans le cadre de ses psychothérapies, les visions qui l'ont elles-mêmes touchées, en sélectionnant à chaque fois la vidéo la plus en lien avec la pathologie présentée. Alors, elle en a créé une fondation, elle a créé un master Video Insight à l'Université de Bologne. Elle a aussi publié sa méthode et ses résultats scientifiques dans des revues médicales, souvent qui sont peer-reviewed, en accès libre. Et enfin, elle a développé en Italie, dans de nombreux hôpitaux, des Video Insight Corners, sorte des box à visionner les vidéos, donc dans les hôpitaux. Alors, l'art-thérapie ici est affaire de vision, d'intériorité, de contemplation. Il sollicite une forme d'attention particulière, mais justement en mettant le geste artistique de côté. Voilà, c'est une donnée qui m'a intéressé, c'est-à-dire on convoque le malade finalement à expérimenter une relation à l'art, mais sans faire de l'art, presque en le lui interdisant. Alors, juste si ça fonctionne, je ne sais pas, voilà, donc 3 minutes uniquement d'une vidéo choisie par Rebecca Russo, dans le cadre de Video Insight, d'une artiste qui s'appelle Sophie Whitnall. Ça s'appelle Conversation Piece, conversation, et c'est une des vidéos utilisées par Rebecca Russo dans le cadre de ses psychothérapies. Donc voilà, je vous laisse la regarder. Donc, je pense que vous avez compris que le patient est mis en position tout simplement d'attention, d'observation, sans mot dire, et puis bon, la verbalisation vient ou non. Après, tout dépend de la nature du problème, de la profondeur de celui-ci, de la relation aussi avec le soignant, et de ce que le soignant peut-être veut entendre ou non. Donc, mais si je propose, ce n'est pas que je sois partisan ou non de cette méthode, je suis incapable de l'analyser, évidemment, sur le plan de sa productivité thérapeutique. Elle m'est paru intéressante dans la mesure où elle convoque l'art, mais sans
permettre justement d'en faire, uniquement de le subir, hein, d'une certaine manière, comme une proposition ou une contre-proposition. Voilà, sur le thème de la conversation, bien évidemment. Alors, donc, je brise là, hein, vous avez bien compris, faute d'avoir les réponses, je ne souhaite pas avoir les réponses, et c'est à mon tour maintenant d'écouter le docteur Klein. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, bonjour. Donc, je remercie Eric Guispard, je remercie Jean-Pierre Coutron, Jean-Jacques Santucci, Valérie Salandre, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Je ne suis pas spécialiste des addictions, plutôt de l'art-thérapie. Et puis alors là, incroyable, je ne savais pas du tout que Paul Ardenne allait me citer comme ça. Alors quand même, je tiens à lui dire, je ne le connais pas, mais je tiens à lui dire, il y a des élèves de l'INECAT qui sont ici, qui peuvent en témoigner, que nous travaillons ces bouquins. Ah ben, c'est pas du tout pour lui renvoyer l'ascenseur, nous travaillons ces bouquins, art, l'âge contemporain, extrême esthétique de la limite dépassée, la création plastique au tournant du XXIe siècle, et aussi, puisque nous avons des étudiants qui travaillent avec les adolescents dans la rue, ou qui font du hip-hop, ou aussi du street art, le livre sur 100 artistes du street art. Donc, il y a des exposés à l'INECAT sur tes bouquins. Donc, oui, la servitude consentie, eh oui, réclamée, volontaire, ben c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, bien sûr, je n'ai pas de réponse, si ce n'est qu'il est bien entendu que l'art-thérapie ne lutte pas contre l'addiction. L'art-thérapie restaure la personne addicte, elle revient vers elle en lui proposant d'être créatrice. Alors, cette histoire d'enfermement et de prison m'a rappelé non pas une expérience d'art-thérapie, mais une artiste qui s'appelle Anne Toussaint, qui est intervenue pendant 1 an auprès des prisonniers, auprès des détenus, et leur a enseigné l'image. Et ensuite, elle a fait un film en demandant aux détenus, justement, dans la privation, dans la séparation, de travailler sur sans L, E2LE, parenthèse S, c'est-à-dire, qu'en est-il de ma séparation avec la femme aimée? Et il y a un film qui est fait de toute une série de séquences symboliques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le souvenir d'une séquence où il y a un monsieur qui a pris une feuille de papier et qui l'a chiffonnée et ensuite qui l'a mis pour essayer de retrouver le lisse du papier. C'est absolument superbe. C'est une artiste, hein, c'est pas une art-thérapeute, c'est vraiment magnifique. Alors voilà, je vais parler du corps comme interlocuteur, en sachant que, bon, il y a 3 parties. La première partie, c'est l'adolescence. La deuxième partie, c'est l'art-thérapie, évidemment, je ne peux pas m'en passer, avec un exemple. Et la troisième partie, c'est la société addictogène. Mais tout du long, on va être dans la société addictogène. Donc, je me trouve moche. Je ne m'aime pas. J'en ai marre de moi. Je ne me supporte plus. Ça sont les paroles que les adolescents disent. Qu'est-ce que c'est que cette phrase où il y a un « je » et où il y a un « me ». Un « je » et un « me » qui sont en opposition. Qui est ce « je » ? Qui est ce « me » ? Hein ? Alors on peut dire que là, l'adolescent qui a pour ambition d'être sujet de lui-même, d'être à la recherche de son identité à tout niveau, social, sexuel, corporel, mental, affectif, professionnel, etc. Eh bien, il a cette ambition, mais il assiste, impuissant,
devant un actant à l'intérieur de lui, devant une instance à l'intérieur de lui qui se transforme de façon différente chez les hommes et chez les femmes, chez les garçons et chez les filles. C'est-à-dire que là, il y a à l'intérieur de l'acteur quelque chose qui s'impose, où on ne peut pas y faire grand-chose, qui est le corps de construction. Alors, à ça, lui qui veut être sujet de ses décisions, de sa destinée future, eh bien, là, que faire lorsqu'on est objet de quelque chose à l'intérieur de soi? Chacun a pu vivre ça, et puis, donc, il y a plusieurs façons d'y réagir. Parfois, on accepte ça, on l'accompagne, parfois on le cache. Vous savez, les pullovers qui cachent la poussée de la poitrine, par exemple. Parfois, ça va plus loin, ça peut être de la pathologie beaucoup plus grave, des comportements alimentaires anormaux sur lesquels il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire. Ça peut être aussi des expérimentations corporelles, ça peut être aussi des tatouages, des coiffures, etc., des piercings, qui sont des appartenances à des groupes, parce que l'adolescent, c'est pas seulement qui suis-je qui se demande, c'est comme qui suis-je et comme qui ne suis-je pas, et comment est-ce qu'il y a un certain nombre de modèles, de références auxquels il s'accroche pour trouver son identité. Donc il se libère du corps par le corps, comme le dit Grotowski, qui est un des grands praticiens, comme vous le savez, du théâtre. Donc, objet d'un corps de construction, il peut réagir en étant sujet d'un corps de destruction. C'est des passages à l'acte, c'est un certain nombre de violences sur lesquelles je ne m'attarderai pas, parce que là, je vais un peu focaliser, bien sûr, sur la prise de substances psychoactives, non pas radioactives, mais psychoactives, illicites ou alcool, et comment est-ce qu'on pourrait croire qu'il décide de s'abolir comme sujet, mais pas forcément. Quand j'étais président dans un département de la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, j'ai fait scandale en disant qu'il s'agissait de prendre en compte le plaisir que les personnes recherchent. Or, il fallait, tel Saint-Michel terrassant le dragon, présenter sur un cheval avec une armure blanche, évidemment, l'alcool ou la drogue comme démon à abattre, et de faire des topos montrant combien est-ce que c'était destructeur. Donc, comment est-ce qu'il y a une recherche du plaisir immédiat? Comment être sujet de l'abandon à une substance ou à des sensations corporelles qui éventuellement réaniment un corps effondré? Ça, je dois dire, évidemment, là je citerai au passage, je vous le conseille, sur l'Internet, on peut l'avoir gratuitement, c'est tout le travail sur l'effondrement et la crainte de l'effondrement de Winnicott, qui est absolument remarquable. Et justement, on parle de parole, mais Winnicott prouve que la parole ne suffit pas. Et que ça s'inscrit tellement dans le corps qu'il faut y répondre par le corps. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, et c'est peut-être aussi ce que l'art-thérapie propose. Alors, citation de Lowenstein, je voudrais simplement insister sur deux conséquences avérées qui me semblent pouvoir résumer la maladie addictive. Vouloir n'est plus pouvoir, et savoir ne suffit pas à pouvoir. Vouloir arrêter sa dépendance, ce n'est pas pouvoir arrêter. Savoir que la pratique addictive met en danger la santé, l'entourage familial, social et professionnel ne suffit pas davantage à y mettre un terme. Là aussi, il y a deux actants. Il y a je, et je prends tout à fait au sérieux lorsque des personnes addictes me disent « je veux m'arrêter ». Je veux, dit la personne, et je la prends tout à fait au sérieux, mais je ne peux pas, dit le corps. Là aussi, il y a dissociation entre la personne et son corps qui dit « non, ça n'est pas possible, je ne peux pas ». Donc le travail est d'abord de reconnaître cette dualité, de prendre au sérieux quand la personne dit « je ne veux pas », évidemment,
C'est-à-dire que là, comment on l'a dit ce matin, les pluriels singuliers. Comment est-ce que la personne peut se récupérer dans sa singularité et dans sa singularité plurielle? On va y venir tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui n'est pas pour la personne addicte, qui est pour la personne tout court, c'est-à-dire la personne multiple? Comment est-ce qu'on peut restaurer la personne dans sa multiplicité alors qu'elle pourrait être de plus en plus réduite à une seule identité? On va le voir avec, dans le travail de recherche de la substance, c'est-à-dire quelque chose qui est comme s'abolir dans sa multiplicité, et comment est-ce que l'art-thérapie, on va y venir, et l'art-thérapie est une façon d'être multiple. Donc, en fait, lorsqu'on parle avec la personne addicte, on ne parle pas de pathologie, on ne parle pas de l'amont, on ne parle pas de ce qui vient combler la plupart du temps. Je veux dire que spontanément, la personne parle de ses rechutes, du sevrage, la clandestinité, des risques d'infection, VIH, hépatite, etc., des traitements, de la méthadone, des tentatives vaines de s'en sortir, des hospitalisations en HP, du PES, programme d'échange de seringues, du RTU, recommandations temporaires d'utilisation, etc. C'est-à-dire c'est plus l'addiction et les conséquences de l'addiction. Pas tellement de possibilité de parler du vide ou du rien, dirait Bernard Rigaud, au risque du rien, au risque du vide qui est constitutif de chacun d'entre nous et constitutif de nos rencontres. Comment le vide s'interpose entre l'autre et moi, ça c'est Henri Maldinet qui le dit, comment le vide organise notre rencontre, mais il dit aussi que le vide organise des œuvres plastiques. C'est le vide, dit-il, comme ressourcement de l'œuvre, c'est ce qu'il a écrit dans Art et thérapie, puis dans la postface d'un de mes bouquins. Donc, comment est-ce que le vide doit être comblé et comment est-ce que l'addiction méconnaît, met à distance cette rencontre avec son vide intérieur et le vide de la relation à l'autre. Donc là, on est dans quelque chose qui confond ou qui différencie besoin et désir. Le désir, c'est quoi? On a le désir, la tentative de le satisfaire, l'impossibilité du comblement, la relance du désir. Et le désir est qualitatif, alors que le besoin est quantitatif, c'est-à-dire sensation, satiété, besoin qui vient être comblé par la substance. Comblé de façon provisoire, comme la société addictogène nous pousse à combler tout le temps, et encore, et à y revenir, et en sachant qu'il s'agit de recommencer pour tenter de combler de nouveau. Parfois, d'ailleurs, on peut assister dans la petite enfance à un brouillage du désir et du besoin. C'est-à-dire que le désir de l'enfant est tout de suite comblé par un biberon, par un sein. Et comment est-ce que, même avant même de désirer, il y a ce comblement, sans tenir compte de la qualité du désir. Au début, il y a quelques causes, et ensuite, petit à petit, ça devient de plus en plus complexe. Mais le désir, ça renvoie à la personne désirante. Donc, comment est-ce qu'il y a des stratégies différentes par rapport à des substances différentes, mais comment est-ce que ce besoin, comment est-ce que ce besoin vient prendre tout dans un présent renouvelé? Alors, qu'en est-il de l'approche art thérapeutique? Je veux dire que là, lorsque Roland Gori disait que l'arrivée d'une approche, l'arrivée d'une technique est un fait de civilisation, là, ça m'a foutu un coup. Parce que moi, j'ai lancé l'art-thérapie en 1973. Et je me suis dit, ouïe, c'est un fait de civilisation, mais c'est-à-dire que moi, j'étais plein de 68, bien entendu. Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? Je veux dire qu'il y a eu une tentative absolument délibérée et officielle de détruire non seulement tout ce qui est en rapport avec la résistance de la dernière guerre,
mais aussi, conseil de résistance, mais aussi tout ce qui était 68. Est-ce que cette chose que l'on lance et qui est justement hors de la technique omnipotente, est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? Oui, tu as cité Deleuze, l'art c'est ce qui résiste, et peut-être que ce qui était dans la foulée en 73, bien sûr que tout le monde est d'accord sur ce qu'on peut retenir de 68, eh bien, comment est-ce que l'on peut maintenant se dire qu'il restait fidèle à sa façon, on ne va pas non plus magnifier 68, est quelque chose qui est un acte de résistance. Donc là, comment est-ce que l'on peut introduire quelque chose qui est la voie poétique, on l'a dit ce matin, voie anarchique, on a dit aussi, anarchiste aussi. Comment est-ce qu'on peut accompagner la personne? Pour moi, l'art-thérapie se résume en 2 mots, c'est une symbolisation accompagnée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider la personne à devenir créatrice et surtout pas dans là où elle est défaillante. C'est ce qu'on appelle la stratégie du détour, enfin ce que j'appelle la stratégie du détour. Et là, Éric Ispard, dans le temps où on a eu des contacts à la CERMA, il y avait une revue qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait les cahiers du détour. C'est-à-dire, on ne lui demande pas d'œuvrer là où ça fait mal, là où il a mis toutes ses défenses et toutes ses résistances, là où il a mis les comblements de ses difficultés. On lui propose quelque chose, un des maîtres mots de l'art-thérapie, c'est mine de rien, c'est la stratégie du détour, c'est je vais te demander, alors soit théâtre, danse, écriture, art plastique, sonore, vocal, musical, etc. Je vais te demander de faire quelque chose. Et forcément, on n'a même pas à lui faire une commande. Il ne s'agit pas qu'il fasse des installations de seringues ou de bouteilles cassées. Je vais te demander, ou vous demander, de faire quelque chose qui est de la fiction, qui n'est pas en direct de soi, qui est de la fiction, qui n'est pas du récit de vie. Et forcément, il y a, comme la personne est pleine de ses problèmes, il y aura quelque chose qui va se figurer dans l'œuvre qu'il va commencer à faire. Et où, forcément, l'œuvre va introduire quelque chose de l'ordre de la temporalité, c'est-à-dire l'accompagnement de l'expression à la création par des gens qui sont art-thérapeutes, mais qui connaissent l'art qu'ils pratiquent pour eux-mêmes. Je vais vous donner un court exemple d'art-thérapie qui, une des façons que j'avais de proposer l'art-thérapie, c'est dans l'expérience que j'ai eue avec la CERMA, il y en a eu d'autres depuis, qui étaient dans les projets européens. Là, à l'époque, c'était une structure italienne qui réunissait différentes instances en Belgique, au Luxembourg, en République tchèque, on disait le Tchéquie alors, en France et en Italie. Et c'était un projet qui s'appelait Relief de mémoire. Bon, il s'est trouvé que j'ai inventé une forme particulière de théâtre qui est que quelqu'un dit un souvenir et le fait jouer. C'est-à-dire qu'il ne se revoit pas dans le souvenir, il ne revoit pas le souvenir, il se revoit dans le souvenir. Il décide donc dans le récit du souvenir de le transformer en petite pièce de théâtre. On note très précisément toutes les attitudes, toutes les paroles qui ont été prononcées dans le souvenir. Il choisit qui va jouer son souvenir, y compris son propre rôle, et avec mission pour ceux qui sont en position de jouer, de ne poser aucune question. Ce n'est pas une négociation. C'est pour ça qu'il y a des formations à ce que j'appelle le théâtre de la réminiscence, que j'ai appris dans les années 80. Et c'est issu du playback théâtre inventé par un New-Yorkais, mais que j'ai appelé donc théâtre de la réminiscence. Et comment est-ce qu'on doit s'imprégner assez du souvenir de l'autre pour le servir au mieux. Et l'autre, et puis aussi avec des objets symboliques comme des tissus, etc., et de la musique, eh bien, comment est-ce que l'autre peut être au service de dédier son jeu et la personne qui se souvient, eh bien, refait jouer jusqu'à temps que ça soit satisfaisant. Je vais vous donner donc un exemple. Il se trouve qu'il y avait donc quelqu'un qui... Enfin, non, d'abord, avant ça, je parlerai de Joyce McDougall, que tout le monde connaît, je pense, ici,
qui, bien sûr, parle des substances additives comme substitut d'un objet transitionnel, les addictions comme élection d'une unique solution pour échapper à la douleur mentale, mais dans d'autres livres, qui sont Théâtre du jeu et Théâtre du corps, elle parle de la psyché qui est essentiellement théâtrale. Toute psyché est théâtre. Tout jeu est répertoire secret de personnages oubliés, méconnus, en quête d'auteur et de drame. Donc là, dans le cadre de la dramathérapie, ce théâtre de la réminiscence permet de se décoller entre soi-même, objet du souvenir, et un souvenir assez fort, et un souvenir qui éventuellement hante de façon répétitive, et être sujet de sa représentation théâtrale. Donc, première phase, théâtre de la réminiscence. Et comment est-ce que ce participant a pu faire jouer un de ses souvenirs où il était plein de drogue et d'alcool, il était dans le caniveau, il était en train de vomir, et un flic arrive et il dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Et du coup, il espère provoquer le rire des autres membres du groupe à qui je faisais faire du théâtre de la réminiscence, et j'arrête tout de suite en disant que tout cela me semble tout à fait tragique et qu'il n'y a pas de quoi rire. Du coup, il reprend l'histoire et il dit que, justement, lorsqu'il était dans cet état, il allait voir une femme qui était comme une fonction de sœur. Il ne pouvait pas rentrer chez lui où sa compagne ne pouvait pas supporter de le voir dans cet état. Et comment est-ce qu'avec cette sœur, entre guillemets, il pouvait aborder les problèmes qui l'avaient amené à boire et à se droguer. Voilà, donc la scène est assez touchante, il se fait jouer par un acteur assez malingre et vulnérable, il est pris d'émotion et de commisération, comme s'il se décidait à porter secours à ce personnage qui le représente. Deuxième phase, plus sensorielle, consigner sur les petits carnets ce qui a rapport avec ce souvenir, les associations poétiques, visuelles, sonores, spatiales et les trouvailles plastiques. Et troisième phase, faire des œuvres plastiques avec un large choix d'outils d'expression. Et comment est-ce que, donc, par exemple, lui, ce qu'il avait fait, c'était un ange qui a perdu ses ailes. Vous savez, les anges qu'on voit dans le commerce, il avait cassé les ailes et qui tente en vain avec un bâton en guise de canne à pêche de les récupérer, mais celle-ci reposait trop loin sur une effigie de bateau, sur une bande de papier argenté trouvée dans la rue qui représentait l'eau. Donc, force évocatrice de cette scène, rencontre de grand succès dans le groupe, et donc les choses ont été exposées dans plusieurs musées, à Paris, à Florence, à Prague, etc. Et avance. Et donc lui-même a pu, d'ailleurs, c'était un comédien qui avait la réputation d'arriver totalement en état second la veille de la première. Il a pu trouver il a pu être embauché dans un rôle de flic, dans une pièce de théâtre. Donc, comment est-ce que la convocation présente du passé permet de réintégrer sa place dans l'histoire du sujet? Jean-Paul Sartre, la signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Moi seul peux décider à tout moment de la portée du passé. Cette crise mystique de ma 15e année qui décidera si elle a été pur accident de puberté ou au contraire premier signe d'une conversion. Moi, selon que je déciderai à 20 ans, à 30 ans, de me convertir. Donc là, comment est-ce qu'on peut, revisiter ces souvenirs et leur redonner vie? Et ça, sans idée préalable, Kafka, justement, qui cherche ne trouve pas, mais qui ne cherche pas est trouvé. Comment aider la personne à être trouvée par son inspiration? Donc, la société addictogène. Le langage représente la forme la plus haute d'une faculté qui est inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser. Ça, c'est Benveniste, le linguiste Benveniste qui dit cela. Or, on assiste dans cette société à l'assassinat du symbolique sous les coups
du symbolisme. Je m'explique. En fait, si en effet la faculté de symboliser définit la condition humaine, eh bien là, on assiste à une prescription externe de symbolisme formaté afin de consommation ou de soumission politique. Comment redevenir sujet de nos verbes? Réinstaurer du « je » comme sujet grammatical de nos phrases? Comment chacun peut-il redevenir artiste de sa vie? On voit qu'on remplace nos besoins de symboliser, nos besoins de symboles personnels par des symboles tout faits afin de manipulation. Le projet n'est pas de comprendre les symboles, au contraire d'une psychothérapie traditionnelle qui désymbolise les symboles. Freud a trouvé que les symptômes des personnes hystériques étaient des symboles commémoratifs de scènes de séduction dans leur famille la plupart du temps, et comment arriver à comprendre le sens des symboles en les désymbolisant et en les voyant. Là, non. Il s'agit d'aider à produire des symboles sans même forcément qu'on sache qu'on est en train de symboliser quelque chose de soi. Là aussi, c'est assez mal compris de pouvoir accompagner la personne qui a des productions artistiques dont l'art-thérapeute se doute un peu, mais il accepte de ne pas tout comprendre, que ça symbolise quelque chose de ses drames internes, mais ce n'est pas grave si la personne ne le sait pas. Ce qui compte, c'est de symboliser, c'est l'efficacité symbolique dont parle Lévi-Strauss, et en quoi est-ce que produire des symboles peut être en effet thérapeutique. Mais évidemment, cette société nous fait prendre des désirs inconscients pour des demandes d'objets qui les satisferaient de façon provisoire. Il y a des professionnels de la mercatique, éventuellement, qui s'appuient sur des psychologues qui les conseillent. Comment rentabiliser l'inconscient au service d'une visée consommatrice? Comment est-ce qu'il y a des images de femmes nues un petit peu partout, complétées par des références homo ou SM, et où on excite nos désirs, y compris, quel que soit le sexe, sur Georges Clooney? Comment est-ce qu'on nous présente aussi la famille unie tout autour d'un bon fromage, où maman fait le meilleur poulet du monde, dit l'enfant, alors que la mère l'a acheté au marché. La psychanalyse a ceci de bien qu'elle permet d'éviter les erreurs en matière de choix automobile. C'est en effet entre 6 ans et 8 ans qu'un enfant a le plus besoin de nourrir une image forte de son père, une image de solidité à toute épreuve, et pour ça, il achètera une Sharon Family de Volkswagen. Donc là, c'est une autre façon, ce qu'on fait en art-thérapie, d'expérimenter le réel, comme l'a dit Paul Ardenne dans une exposition qu'il a faite à Montpellier il y a quelques années. Et comment est-ce qu'on sollicite des productions imaginaires? J'entends bien imaginaires. Ça n'est pas moi, je dis ce que j'ai à dire sur moi. Je me laisse aller dans mon imagination et par ce biais, par ce détour, je vais traiter de choses importantes de moi, que je le sache ou que je ne le sache pas. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose où on rétablit la personne comme sujet et dans son humanité, loin où on essaie de s'éloigner des tentatives de satisfaction de désir par le réel, puis des illusions secondaires. Donc on l'a dit aussi ce matin, aussi avec le saccage de la qualité, avec l'obsolescence programmée. Bon, j'en viens quand même assez vite du fait que, en fait, l'art, c'est ce qui résiste, là, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il s'agit pas forcément d'être dans la parole, pas dans l'introspection, sauf si ça vient et ça s'impose. On est dans le faire, dans le « je peux » qui est avant le « je pense », comme le dit Merleau-Ponty. C'est-à-dire, c'est dans le pouvoir-faire. Mais là aussi, on nous fait faire la confusion entre vouloir et pouvoir, parce que maintenant, ce n'est plus le produit qu'on vend, c'est l'acte d'acheter. Quand je veux, je peux, dit une femme excitée sur un dessin entouré de multiples achats. À demain, dit un autre au vendeur, c'est Sérap qui fait ça, et un homme hilar s'écrit plein d'aise, achetez, achetez. La fièvre acheteuse n'est pas une maladie honteuse.
ces râpes augmentent votre vouloir d'achat. Donc, on retombe sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la confusion entre vouloir et pouvoir. Alors, ça porte, vous savez, un nom très savant, le shopping compulsif, l'achat compulsif, c'est l'oniomanie. 1915, Kraepelin, et puis ensuite, les Américains, Richard Elliott et Kevin Gurney. J'ai été il y a 10 jours à Lyon pour traiter d'autres choses, l'amour et la passion. D'ailleurs, je signale au passage que l'addiction me semble de l'ordre de la passion, qui ne laisse aucun espace entre la personne et son objet. Et je suis tombé, juste en sortant du train, sur une affiche « L'accro du shopping is back ». J'ai accompagné moi-même une dame qui, à chaque fois qu'un homme lui faisait des compliments, était prise de douleurs abdominales intenses et se précipitait chez le boulanger pour acheter des viennoiseries. Bon, on a travaillé ensemble. Ensuite, elle a été addicte aux voix au téléphone, vous savez, sur les messageries, etc. Mais dès que les messieurs voulaient un rendez-vous avec elle, elle ne donnait pas suite. Mais elle a pu se sortir de tout ça grâce à ce qu'elle appelait plaisamment des viennoiseries, en hommage à Freud, c'est-à-dire nos rencontres régulières de consultation. Donc, le pouce à l'achat. Donc, comment est-ce que le rapport au symbole est tout à fait important? Jean-Jacques Santucci m'a dit qu'il fallait que je parle de la diagonale et en effet de l'oblique. Comment est-ce qu'on n'attaque pas dans le symptôme, on n'attaque pas les choses frontalement, mais on se sert de détours. La prise de conscience, eh bien non, la prise de conscience ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt la poiesis, c'est-à-dire la création en marche. Comment est-ce qu'on atteint justement la diversité? Comment est-ce qu'on joue un autre rôle? Comment est-ce qu'on est autre? Mais après tout, qu'est-ce qui se passe toutes les nuits? Nous sommes auteurs de rêves, et qu'est-ce que nous enseignent les rêves avant d'être décryptés, ou à la place d'être décryptés? C'est que nous sommes tous multiples. Donc voilà, on ne peut pas changer les aliénations par violence, elles sont plus fortes. L'addiction, comme on le sait, à dissérer, c'est éventuellement les esclaves, puisque ça vient de dissérer, les esclaves étaient nommés par le nom du pater familias. Comment est-ce qu'on est dans une identité qui risque de se figer dans un rapport à la substance? Comment adolescent, ça veut dire adolescérer, ça veut dire grandir? Comment est-ce que de puère on est passé à pubère, c'est-à-dire avec la survenue des poils? Comment est-ce que l'on a grandi? Mais comment éventuellement l'adolescence peut se figer dans une addiction? Donc l'épopée de l'accompagnement des personnes addictes à une substance, parfois d'ailleurs relayée par l'addiction au thérapeute, donc c'est très compliqué de suivre les personnes addictes qui éventuellement nécessitent une présence, et là c'est heureusement qu'il y a des supervisions où on introduit du 3 dans le rapport à l'autre. Comment est-ce que là, il y a quelque chose qui peut être proposé? Je finirai, je pense que c'est bientôt la fin, je finirai par deux choses qui sont, parce que j'ai été élève de quelqu'un qui était un des inventeurs de la sémiotique subjectale, peu importe, Jean-Claude Coquet, et qui différenciait asserter et assumer. Asserter, c'est bonjour, je suis le professeur et j'asserte que ce que j'ai à vous dire, c'est important, puis vous m'écoutez. J'ai le savoir et ce que je vous dis est application de mon savoir. Assumer, c'est pas ça, c'est en aval. C'est je produis et tout ce que je produis, tout ce que je crée, tout ce que je fais va me construire. Cervantes, chacun est le fils de ses œuvres. Comment est-ce que ce que je produis va me construire, va me reconstruire, même me bâtir, puisque la construction, ça peut être avec les mêmes parpaings. Me bâtir, c'est avec des éléments de briques et de broc. Donc, je finirai par, puisqu'on parle de création, créer pour se recréer. Et comment est-ce qu'on aborde l'inconnu de soi? Deviens ce que tu es
phrase de Pindar reprise par Nietzsche qui a été citée plusieurs fois. Ce que Maldini dit, c'est « deviens ce que tu es sans jamais t'arrêter ». Et moi, je dirais « deviens ce que tu fais, deviens refais-toi autre à travers tes différentes productions ». Je finis par une phrase qu'on utilise beaucoup à l'INE4, c'est « on passe de l'inconnu à soi que l'on est », parce que quoi qu'on fasse, il y a de l'irréductible, quoi qu'on fasse, il y a ce qu'on appelle le refoulé primitif. Comment est-ce qu'on est inconnu à soi, passer de l'inconnu à soi que l'on est, à l'inconnu de soi que l'on crée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se crée dans notre inconnu, dans notre indicible, dans notre ineffable, et peut-être qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. Hein, là, dans le séminaire qu'on propose à la Halle Saint-Pierre, c'est sur l'intime, l'intimité, la chair, le corps. Ça tourne autour de quoi faire avec l'indicible, quoi faire avec l'ineffable, quoi faire éventuellement avec l'irreprésentable. Et peut-être que le détour par l'art permet non pas de rendre dissible et représentable, mais permet de jouer avec l'irreprésentable en tournant tout autour. Voilà, je vous remercie. Alors, il serait très important, vous l'avez vu, que vous puissiez faire des intervenants, des sujets qui ont besoin de vous. Et Jean-Pierre Klein, on peut dire aussi, deviens ce que tu transmets. Je pense que dans tout ce qu'on a évoqué, tu as plusieurs fois cité la CERMA, je t'en remercie, Association pour la communication, l'espace et la réinsertion des malades addictifs. Dans une autre session, on parlait du rétablissement. Je pense qu'effectivement, le rétablissement de nos patients, moi je suis médecin, heureusement nous échappe. C'est pas de notre domaine et c'est souvent à travers cette créativité. Alors je voudrais que vous ayez des questions pour qu'on puisse effectivement interagir. On a presque une petite demi-heure pour qu'il n'y ait pas d'addiction au shopping. Qu'est-ce qui a envie de commencer? Moi je vous dirais peut-être juste un mot sur cet oblique. Vous savez, quand on est dans un port. Vous vous souvenez de Tabarly, en 1964, il bat un vieux monsieur, Chichester. Cet homme avait 65 ans, je crois. Donc il était en fait, au début du siècle, avant d'être un aventurier de la Transat, un drôle de myope qui passait son temps à essayer, en volant, d'être aventurier. Ce qui est intéressant, c'est que cette manière de savoir comment on peut, en oblique, être surpris et faire que nos patients potentiels se surprennent, s'autorisent à la créativité, mais qu'il faut que ça soit tout à fait bien bordé. Et donc là, Chichester voulait faire un record. Il fallait qu'il fasse de l'essence sur une petite île. Sa myopie lui interdisait de voir l'île. Il a pris l'option de l'erreur prédéterminée en calculant la posture des vents, sa panne d'essence théorique, et pour finir par aller sur l'île et pouvoir faire l'essence. C'est beaucoup de notre travail. Pour autoriser nos patients à ces notions de « j'existe », il faudra y mettre aussi les temps. C'est une clinique du temps. Vous avez parlé du sensoriel, du corporel. Il ne faut pas oublier le cognitif, bien sûr. Il y a des personnes qui sont trop déficitaires dans un premier temps. Il va falloir un temps de jachère pour qu'ils puissent réintégrer quelque chose qui puisse les autoriser à un projet. Vous voyez, souvent, nous, les équipes soignantes, et je vous donne la parole, on a été dans le programme, pas assez dans le projet. Le projet, c'est pour le sujet. Il faut les autoriser petit à petit à pouvoir avoir un projet pour eux-mêmes et un peu effacer nos programmes. Donc, qui a envie d'intervenir et de réagir vis-à-vis de ces deux brillantes interventions?
Là-bas. Est-ce qu'on a un petit micro ? Paul Ardenne, peut-être comme Jean-Pierre a beaucoup réagi sur ton intervention, est-ce que tu as quelque chose à resignifier ? Oui, c'est difficile pour moi, je l'avoue humblement. Hein, j'ai toujours une attitude de prudence à l'égard de choses que je ne connais pas. Et j'avoue que moi, ce que je connais de l'addiction, des maladies addictives, je le connais plus du côté de personnes, de connaître des personnes qui ont subi ces addictions et pas les soignants et la manière dont ils ont de les soigner. Moi, je dirais très, très banalement, ce que je connais du monde médical, c'est quelque chose qui, je trouve admirable, c'est cette culture du soin malgré tout, bien souvent malgré les échecs, parce qu'ils continuent toujours à être nombreux, forcément, et cet humanisme profond, qui pour moi force l'admiration. Alors, excusez-moi de parler comme ça, c'est sans doute complètement idiot. Moi, je pense que dans cette société, il y a des gens qui continuent à faire tenir cette société, et les soignants en font partie. Et d'ailleurs, je suis absolument scandalisé du sort fait, c'est le paragraphe syndical, mais aux infirmiers et infirmières, par exemple, le peu de reconnaissance matérielle en particulier et sociale qui leur est témoigné. Voilà, donc moi, à l'égard des soignants, j'ai plutôt une attitude, je dirais pas dévotionnelle, il ne faut pas exagérer, mais très admirative, qui repose sur un questionnement, c'est-à-dire comment peut-on poser un diagnostic. Et à partir du moment où il s'agit d'addiction, c'est-à-dire de problèmes de santé qui dépassent juste le symptôme, Jean-Pierre Klein l'a très bien montré, vous le savez tous, qui relève en général d'une histoire complexe, de brisures souvent très profondes, je me dis, mais comment peut-on oser justement prétendre pouvoir se soigner ? C'est quelque chose qui moi, me fascine toujours, et c'est une des raisons pour lesquelles j'admire les métiers du soin. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui soignent dans ces sociétés très malades. Et Jean-Pierre Klein, d'ailleurs, nous a bien montré qu'elle était malade de ces malades reconnus, mais qu'elle était malade, peut-être plus encore, de ces malades qui s'ignorent et qui sont nous-mêmes, notamment dans une société de consommation. Donc c'est difficile pour moi de réagir, si vous voulez, parce que réagir, ce serait donner un avis sur quelque chose dont je ne suis pas un spécialiste et un expert. Ce que je retiens de cette intervention, et là je le dis alors avec vraiment beaucoup de respect, c'est l'enthousiasme, c'est la foi. Ça ne me paraît pas être des mots légers aujourd'hui. Il y a beaucoup de désenchantement, il y a une culture du désenchantement aussi. Bon, on sait à quoi elle sert. Hein. Elle sert très précisément à préparer les voies de l'aliénation. On commence par désenchanter, vous savez bien qui, hein, tous les gens qui ont un quelconque pouvoir et qui attendent quelque chose de vous en vous soumettant, pour telle ou telle raison. On commence par désenchanter, et puis on produit un effet de nihilisme qui va vous pousser à vous abandonner finalement à des gestes inconsidérés. Voilà, grosso modo, où vous déresponsabilisez. Donc, gardez pour moi on pourrait dire le point ferme, hein, et cette volonté intense de vouloir soigner cette société, c'est-à-dire de limiter la maladie, de mettre des barrières à sa progression, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est en ce sens-là que le soin est une affaire politique, hein, à travers les questions d'éthique. Donc, moi, ce que je retiendrai de cette intervention, c'est en fait l'enthousiasme, la foi, qui ne me paraît pas émoussée en la possibilité de soigner, indépendamment du fait que l'échec est potentiel, il est souvent là. Et puis également la possibilité qui est donnée maintenant de laisser à l'autre inventer sa propre vie ou la retrouver. S'il y a bien quelque chose qui m'a passionné ici, que j'ai perçu, c'est peut-être la crise d'un modèle qui est le modèle de l'autorité. Et ça, c'est très, très problématique. C'était
ce par quoi Jean-Pierre Klein a terminé, entre asserter et assumer. C'est-à-dire asserter, c'est dire l'autorité, au fond, donne la loi, elle donne la solution, médicale et thérapeutique y compris. Assumer, c'est dire tout au contraire, je fais une proposition, je la signe en mon nom et ma foi, j'essaie de voir ce que ça peut donner. Donc ce que j'ai retenu, c'est peut-être une évolution dans les conduites académiques, dans les conduites mandarinales, qui poussent à une plus grande modestie, peut-être des soignants, à une plus grande humilité, qui passe par une capacité d'écoute élargie, m'a-t-il semblé. Voilà. Alors, merci. Il y a des questions dans la salle, je vois. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Je peux réagir là, simplement, pour parler de ma trajectoire. Moi, j'ai cru pendant longtemps que l'homme était évidemment vers le progrès, vers la bonté, et que c'était la société qui le massacrait. Puis je me suis aperçu que l'homme était avant tout inerte, que c'était sa qualité première, qualité si on peut dire, que son inertie parfois était bénéfique parce qu'elle masquait ce qui était au fond de l'être humain, c'est-à-dire la destruction, et que l'homme était comme une maison où il y avait plein de pièces remplies de poussière, avec des mopsous, qu'il y avait des pièces de torture où il invitait volontiers ses amis et où il allait lui-même, et que pour trouver la pièce où il y avait quelques petites flammes positives de transformation, eh bien, il fallait vraiment chercher. Alors, si bien que je n'ai pas abandonné du tout mes idées sur l'être humain, en sachant que c'est très minoritaire, et que comment passer outre l'inertie, et donc j'ai une certaine expérience avec les gens très cassés, avec les grands handicapés mentaux, les personnes autistes, etc. Comment supposer que l'autre peut être sujet de sa transformation? Certainement pas en lui proposant dans le champ de ses difficultés, mais par un biais. C'est comme ça que j'en suis venu à l'art-thérapie. Comment est-ce qu'on fait le pari et on crédite l'autre, même s'il n'y a aucun signe pour en être autorisé? Comment est-ce qu'on crédite l'autre d'être sujet potentiel de sa propre transformation en mieux, parce qu'il y a aussi la transformation en pire, et comment, parce qu'on y tient, parce qu'on le sait, parce qu'on part de l'autre et qu'on accompagne l'autre. Donc je ne suis pas fanat du diagnostic. J'essaie de repérer le rapport de la personne au corps, le rapport de la personne à la relation, le rapport de la personne à la verbalisation, à l'introspection, etc. Et je lui propose quelque chose qui est tourné autour de ça, sans le mettre dans une position trop confortable où il va répéter à l'infini ce qu'il sait trop bien faire, ni trop inconfortable. Donc c'est assez compliqué de poser l'indication. Voilà ce que je peux dire. Et la personne est... On accompagne son autothérapie, en quelque sorte. Ok, merci Jean-Pierre. Il y a des questions dans la salle. Oui, Journe Bruno, je suis médecin généraliste. Les gens viennent me trouver essentiellement parce qu'effectivement, je suis aussi addictologue. Merci Eric Espard, c'est grâce à toi. J'ai deux éléments qui me passent par la tête en vous écoutant. Il y en a un, c'est un pavé dans la mare. Un monsieur qui s'appelait Edward Bernays, qui est le grand artiste du marketing. C'est le monsieur qui a fait fumer les femmes. Et il était aussi le neveu de Freud 2 fois. Donc là, la collusion entre l'inconscient et le marketing est quand même... On peut y penser. Et d'autre part, là, on sort d'un atelier où on a parlé de la méditation et moi-même du yoga, qui est un truc qui me tient depuis le début de ma vie. Et on arrive à un autre art ici. L'art, effectivement, de pouvoir interpeller le patient dans le silence, dans l'art de ce qu'il est au fond de lui-même. Et on rejoint effectivement la béatitude qui précède, je cite Spinoza, effectivement, c'est pas
la vertu qui amène à la béatitude, mais le contraire. La béatitude qui amène à... Merci. D'autres questions? Juste un petit mot, vous voyez, tu parlais des soignants que nous sommes, le côté des fois accablé, ces récidives, etc. Je pensais à l'équipe qui s'est occupée de Didier Pironi, vous savez, ce pilote automobile qui s'est été scratché en Formule 1, qui a dû mettre 2 ans à se récupérer et qui a fini par faire de la mécanique automobile qui était son être, la vitesse, la prise de risque, mais aussi extrêmement contrôlée, la trajectoire. Et bien, tout d'un coup, il s'est mis à faire du bateau de course, et il s'est retourné, il en est mort. Je pense que les équipes qui l'ont accompagné ne lui ont pas appris à ne plus être dans ce qui était son être, c'est-à-dire ce sportif de très haut niveau et la vitesse. Ils l'ont remis à niveau. Il en est mort peut-être. Et souvent, avec nos patients, je pense qu'il faut savoir que donc, c'est dans cet ordre-là qu'on va essayer de leur... J'ai évoqué cette notion de cette morne pleine qui peut être proposée et dans lequel, effectivement, ce que vous y mettez de la créativité, du créatif, va effectivement faire que certains nous disent, après les applaudissements d'un théâtre, de je ne sais quoi, de quelque chose, d'une exposition, de tout ce qu'on voit, ça c'est plus fort. Là c'est plus fort. Il y a de l'ordre de cette prise de risque. On a été dans la réduction du risque et des dommages sur effectivement une de leurs problématiques, mais de densifier ce qu'est leur être, c'est, je pense, nos missions. Et là, il nous échappe heureusement, je le redisais. Et ça fait partie de tout ce qui a été nommé là, je veux dire, dans cet après-midi, dans l'ensemble de ce colloque et dans la réflexion, bien entendu. Je veux dire que nous avons de plus en plus essayé de faire ces acteurs, ces pairs, ces experts et ces personnes. Combien d'équipes se disent, cet homme ou cette femme-là, on ne la voit plus, on ne les voit plus, avec l'idée sous-jacente que peut-être ils n'iraient pas bien. Et puis, une fois, on les rencontre. Ils n'ont vraiment tellement plus besoin de nous. C'est ça qui fait cette aventure, je veux dire, qui des fois, je pense, en termes de pouvoir public, n'est pas des fois suffisamment compris. On ne le remet pas au combat. On essaie que, justement, je parlais de citoyens, c'est vraiment ces sentinelles qui nous apprennent tout proche, un peu avant nous, ce que nous devenons. Des questions? Oui. Pierre Gaudriot, je suis bien d'accord avec ce que dit le docteur Espard, je travaille avec lui, mais ma question s'adresse à Jean-Pierre Klein et Paul Ardenne, puisque nous avons la chance d'avoir côte à côte un thérapeute et un artiste. Je voudrais revenir à cette notion que Jean-Pierre Klein a évoquée, enfin je ne sais pas si je l'ai complètement compris, mais de l'oblique et du détour, qui, si j'ai bien compris, consiste à ne pas aborder directement le problème du patient, parce qu'il y a quelque chose d'irreprésentable, d'indicible, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Et vous êtes le promoteur de l'art-thérapie. Est-ce que les artistes, est-ce que l'art ne consiste pas, au contraire, à affronter très directement, et là je m'adresse plutôt à l'artiste, n'est-ce pas, à manifester dans son art quelque chose de cru et de direct, et en quoi l'art-thérapie se rapproche de cela, n'est-ce pas? Est-ce que ce ne sont pas des choses... Est-ce qu'il n'y a pas un vrai divorce entre la position du thérapeute qui utilise nécessairement ses obliques avec les grands handicapés dont vous nous avez parlé, hein, avec les gens qui ont tellement de mal à s'exprimer, alors que l'artiste, lui, il a peut-être cette chance d'avoir un moyen d'expression beaucoup plus immédiat. Je ne sais pas, je vous livre ma réflexion. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, artiste, écrivain, romancier de fait, bien modeste, mais je pense que la grande différence, c'est une donnée qui tiendrait à la fatalité. C'est-à-dire quelqu'un qui crée, au fond, n'est pas forcément quelqu'un qui demande à le faire. C'est une chose qu'on oublie souvent. On peut sacraliser, on a tort d'ailleurs, hein, les créateurs, mais on oublie souvent que c'est comme une punition vitale. C'est une forme, en effet, est-ce qu'il faut appeler ça une névrose? Je l'ignore, mais
on n'a pas choisi. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas choisi voilà, à l'âge de 15 ou 16 ans, je commençais à d'écrire et d'avoir le sentiment que c'est ce que je devais faire sans cesse. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai passé ma vie à écrire et ça m'a fait manquer beaucoup de choses. Combien de journées j'aurais pu passer à la plage? Moi, j'ai grandi non pas sur la Méditerranée, mais sur l'Atlantique, à La Rochelle, alors que j'étais à essayer effectivement d'être celui qui cherche et qui chercherait et qui trouverait, mais qui cherchait mais qui trouverait rien. Et en fait, c'est dramatique. Je voudrais parler on parlait de diagonale. Il y avait un cinéaste vraiment brillant qui s'appelait Richard Dumbo, qui est mort. Il est mort jeune. Il a eu mal un matin. Il avait mal au ventre et il est mort le soir. Bon, voilà, ça se fait comme ça. Ça se passe comme ça. Il est l'auteur de ce film qui a eu le prix Louis Deluc, vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Diagonale du Fou. Voilà, donc sur ce joueur d'échecs qui utilise cette diagonale. Pourquoi je parle de lui? Ça m'a toujours frappé. Je me souviens, il m'est arrivé d'échanger avec lui, et il disait, moi, quand j'ai un film à faire, je retarde le plus possible le moment de le faire. Je trouve 1000 raisons pour ne jamais le faire, pour avoir toujours quelque chose d'autre à faire. Et puis il dit, malheureusement, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que du point de vue de la création, il y a parfois une extraordinaire euphorie qui vous venge de tout, parce que l'œuvre donne l'impression de sortir de vous sans que vous forciez, mais il y a aussi cette espèce d'obligation de le faire que vous n'avez pas demandé et qui souvent vous pèse. Elle vous pèse comme toutes les obligations vous pèsent. Voilà. Alors pour moi, c'est la grande différence, évidemment, entre se mettre au travail d'une manière créative parce que quelque chose, nécessité intérieure, on va le dire comme ça, vous y pousse, et donc mettre au travail quelqu'un dans une procédure d'art-thérapie à travers laquelle il engage un processus thérapeutique. Vous voyez, c'est évidemment, pour moi, ça n'a rien à voir du simple fait que d'un côté, c'est une décision volontaire, même si elle résulte d'une souffrance, et de l'autre côté, c'est une décision médicale qui résulte du choix d'un praticien en face d'un patient qui a des problèmes de santé. Oui, on a parlé de Prinzhorn. Prinzhorn a trouvé chez ce qui s'appelait à l'époque les aliénés, a trouvé qu'en 1921, qu'il y avait donc de la Gestaltung. Gestaltung, c'est l'urgence à créer, absolument, qui vient combler quelque chose, avec ensuite du Buffet, les artistes bruts, etc., dont on a dit que c'était souvent des productions répétitives, mais tellement indispensables, tellement vitales, que dans les œuvres d'art brut, on retrouve cette énergie première. Alors, en effet, lorsqu'on est dans cette profession de psy, mais pas seulement de psy, puisque l'art-thérapie s'adresse aussi aux gens en prison, s'adresse dans les maisons de retraite, dans les quartiers à violence, aussi auprès des enfants dans les écoles, eh bien, parfois, on se trouve devant des gens qui ont perdu tout désir, qui sont cassés. Et comment on peut être restaurateur de Gestaltung? C'est pas en leur demandant justement de parler sur leurs difficultés. Et même, indication thérapeutique, oui et non, parce que nous, on forme à 2 métiers, médiateur artistique et art thérapeute, qui sont des diplômes reconnus tous les deux. Des fois, on appelle dans une maison de retraite, on appelle dans une maison d'arrêt des gens qui viennent, qui ne s'appellent pas thérapeutes, parce que quand on va à l'éducation nationale et qu'on travaille et qu'on dit thérapeute, ils tombent dans les pommes, c'est pas supportable. Donc et on intervient sans que... Oui, faut nuancer. Heureusement. D'ailleurs, on travaille avec les gens de l'Éducation nationale. Ils sont de plus en plus des soignants aussi. Hein. Oui. C'est ce qu'on leur demande de plus en plus. Moi, je rends hommage aux éducateurs de l'Éducation nationale et aux instituteurs. Je rends hommage dans mon bouquin sur l'initiation à l'art-thérapie, car souvent, ils sont plus thérapeutes que les thérapeutes. Mais c'est vrai que le terme thérapie est quand même pas forcément bien reçu. En tout cas, et de la part des enfants et des adolescents, les parents n'aiment pas trop à ce qu'il y ait un thérapeute qui vienne mettre son nez là-dedans. Être médiateur artistique, c'est éventuellement, sous un prétexte d'initiation à l'art,
parce que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'art, hein, eh bien, on demande, sans que les gens sachent qu'à travers la production artistique, ils vont faire quelque chose qui va leur faire du bien. Donc il y a aussi cette intervention qui n'est pas forcément une prescription médicale, et où il y a des interventions avec des gens qui sont dans l'esprit de l'art-thérapie ou de la médiation artistique, qui interviennent à la demande sans que les gens sachent qu'on réveille en eux le pouvoir de Gestaltung, on réveille en eux le désir de créer. Par exemple, pour ce qui concerne la violence, comment partir de sa violence sur autrui, sur soi-même, ou la violence qu'on a reçue, pour aborder la violence comme énergie pour faire une œuvre, par exemple. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste, puisqu'on parlait créativité, création, faire du sujet son propre créateur d'une certaine manière, on pourrait parler plus longtemps sur le travail de l'effet du groupe, hein, sur les groupes qui vont avoir une synergie entre eux. Je pense que Jean-Pierre, on pourrait en parler longtemps. Juste puisqu'on parlait d'écriture, moi, ça fait 30 ans que j'ai démarré des ateliers d'écriture de groupe. C'est la 30e année d'un atelier qui dure sur l'année scolaire, on va appeler ça comme ça, avec la même méthodologie, avec une contrainte d'écriture, vous voyez ce que je veux dire, en partant d'abécédaire. Donc, c'est intéressant, c'est que avec à peu près un groupe d'une dizaine de personnes, avec la même méthodologie, on a à peu près le même effet de l'étonnante créativité, si on prend cet axe qui est l'écriture. Mais pour nos patients en berne de leur être, vous voyez, la méthodologie fait qu'on va écrire et venir au groupe, et il y a tout d'un coup, brutalement, il y a aussi la lecture. Ils vont lire leur texte aux autres. Ils l'ont écrit dans leur intimité, ils le disent aux autres. Et souvent, dans notre méthodologie, les autres, tel ou tel, vont leur dire leur texte. Et à ce moment-là, souvent, il y a seulement ce moment-là, ils se rendent compte que leur texte a valeur d'écriture. Donc, ils partent de tellement loin. Quand vous mettez le risque l'un et l'autre d'avoir un livre qui va être exposé au regard des autres, à l'achat ou pas, aux signatures des autres, je veux dire, c'est très important, ce franchissement. Je crois qu'il faut autoriser ça. Ils sont tellement loin d'imaginer qu'ils sont capables d'eux. Donc on voit que tout de même, sur des années et des années, ça produit au fond, avec surprise, les mêmes effets. Après, il y a quelque chose qui fait évidemment d'eux, non pas des écrivains, si on prend cette ligne-là, mais au moins des écrivains. C'est déjà beaucoup. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, une question là, qui sera la dernière peut-être, pour pas qu'on s'effiloche et qu'on puisse s'applaudir, dites-nous ce que vous souhaitiez dire. Je travaille dans un XAPA. Nous proposons un atelier autour de la créativité qui est animé par des collègues en formation d'art-thérapeute. Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est la difficulté pour les personnes à accéder à cet atelier. Et on est en réflexion au niveau de l'équipe sur comment faire. Est-ce que toute l'équipe doit en parler? Est-ce qu'il doit y avoir des affiches? Voilà. J'aimerais un petit peu savoir très concrètement comment... d'après votre expérience, comment vous faites pour... Je travaille à la fois, mais je pense qu'il y a d'autres réponses, à la fois dans un milieu hospitalier, donc oui, c'était un peu fou de parler de relaxation, de travail thérapeutique, quand on est au mindfulness actuellement, ce que vous évoquiez, donc sur les notions, quelles qu'en soient les formes. Mais donc c'était de toute façon, il y a des années, vécu comme étant très étrange. Il faut qu'il y ait une adhésion de l'équipe, bien entendu. Je travaille aussi donc dans un XAPA, Cap 14, et ça a été là le départ un peu de ces propositions avec une collègue qui est Véronique Thépeau. Il faut être un peu costaud quand tout d'un coup, c'est pas du tout dans les... je veux dire, comme la réduction des risques. Je veux dire, bon, quand c'est pas dans les schémas, c'est difficile. En tout cas, nous, on pose des indications dans un espace-temps qui est ouvert comme un XAPA ambulatoire, vous voyez ce que je veux dire, ou un temps résidentiel plus court, ou je pense aux soins de suite, où ça peut être beaucoup plus long. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indication. Je crois qu'il y a des personnes aussi
qui sont des fois pas encore, je parlais de l'impact cognitif, si vous voulez, pour nos patients, et souvent pour ce qui est de l'expérience de CAP 14, c'est en 2e année de suivi qu'on propose un atelier d'écriture longue durée, par exemple. Il y a des moments, ça serait trop tôt. Moi, je vois bien que je colporte avec chaque patient un travail d'écriture, chaque personne, pardon, et qu'on voit que certains ne sont pas encore au même niveau, et qu'on voit que l'élaboration est intéressante, parce que quelqu'un qui a un grand bagage mots, pour autant, peut être extrêmement déficitaire à pouvoir les travailler en termes cognitifs, c'est-à-dire du mot posé. Les mots croisés, ça ne sert à rien. Les ateliers d'écriture, ça active. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de valider un savoir ou une culture, vous voyez ce que je veux dire? Ou un bagage. On a des personnes qui ont des très hauts niveaux apparents, et ils sont extrêmement déficitaires. Ils sont incapables de réinventer ce qui serait tout d'un coup le lexique de leur propre pensée. Donc je pense que là aussi, petit à petit, il faut savoir qu'on ne peut pas tout brutalement pour tout le monde, et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire peut-être à un temps différent. Je redisais qu'on est dans une clinique du temps. À nous de l'investir. D'autres questions? On se remercie. Merci à tous. Merci.